Une toute première table ronde consacrée à cette question. Quelles sont les synergies à mettre en place pour développer le transport maritime propulsé par le vent en Bretagne? Et pour y répondre, eh bien, 3 personnes vont me rejoindre. Loïc Hénaf, président du directoire Jean Hénaf, président de Produits en Bretagne et conseiller régional. Loïc, je vous en prie, venez avec nous. Installez-vous sur l'une des chaises. Vincent Tonnerre, également avec nous, directeur général du port de commerce de Lorient-Bretagne Sud. Bonjour Vincent, installez-vous. Et Amaury Bolvin, partenaire fondateur de Zéphyr et Boré. Bonjour Amaury. Vous pouvez prendre place également. Merci à tous les trois d'être avec nous pour cette table ronde. On va commencer, même si beaucoup de personnes ici présentes vous connaissent, mais on va quand même faire un petit tour de table pour vous représenter et présenter vos activités. Je commence avec vous, Amaury. Je le disais, vous êtes partenaire fondateur de Zéphyr et Boré. Cette start-up, elle a été créée pour exploiter des navires marchands à propulsion par le vent. Et tout est parti, si je ne me trompe pas, de réflexions qui ont été menées avec VPLP, des architectes de VPLP. Oui, déjà bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci aussi pour cet événement qui crédibilise notre démarche de pionniers et qui crédibilise la démarche des acteurs pionniers de la filière et qui nous permet du coup d'avancer. Donc Zéphyr et Boré, nous en effet on a créé la compagnie il y a 6 ans, compagnie maritime basée à Lorient. Avec le défi d'exploiter des navires de commerce à voile pour proposer du transport maritime décarboné. Et on arrive à la voile, pas juste parce qu'on était des ayatollahs et des illuminés de la voile, mais parce que pour nous c'était la solution finalement la plus compétitive et la plus pragmatique, la plus réaliste, d'arriver à notre objectif, notre mission d'entreprise qui est de proposer des solutions de transport décarboné. On pouvait pas, c'est un vrai défi d'intégrer une voile sur un navire de commerce. Aujourd'hui, les premiers systèmes coûtent assez cher, donc on a des temps de retour sur investissement qui sont assez longs. Et donc c'est un défi financier et économique d'intégrer ce genre de système sur un navire. Donc ça c'est notre défi à nous. Ensuite, il y avait le défi de concevoir le système. Et là-dessus, nous, on n'a pas voulu le faire tout seul. On ne voulait pas relever tous les défis de la filière. Donc on a cherché à s'appuyer sur des bureaux d'études qui étaient en capacité de nous fournir un système industriel automatisé. Donc dans un premier temps, on s'est plutôt orienté sur des systèmes de voile souple qu'on pouvait voir sur des navires déjà existants, des super yachts ou des navires de croisière comme le Maltese Falcon, comme le Windstar, le Club Med, etc. Et en fait, on est tombé sur une vidéo de Marc Van Petegem, un TED, donc cofondateur de VPLP Design, qui introduisait un système de voile en fait, qui combinait l'automatisation des gréements des bateaux que je viens de citer, qui existe depuis un moment, et l'utilisation d'une voile avec un profil d'aile, comme ceux utilisés sur les bateaux de la Coupe de l'Amérique. Et finalement, ça fait un système extrêmement performant et industriel. Simon pourra mieux en parler que moi par la suite, mais voilà. Et donc ça matchait pleinement avec notre vision de réutiliser le vent de manière industrielle sur les navires de commerce. Et donc c'est à partir de là où on a commencé à imaginer les premiers dessins de navires avec VPLP équipés de leur voile et à prospecter avec un navire de commerce équipé d'ailes automatisées. Et je dirais qu'on s'est tiré vers le haut puisqu'on a abouti à concrétiser un projet avec Ariane Group. Justement, j'allais y venir. Ouais. Donc, ce projet Canopée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quoi il va ressembler ce bateau? On le voit derrière vous. Hein. Ouais. Alors, donc le projet Canopée, c'est un projet qui est issu d'un appel d'offres qu'on a remporté pour transporter les lanceurs Ariane 6, les lanceurs de satellites. Donc, appel d'offres qu'on a remporté avec GIFMAR, donc qui est notre partenaire sur ce projet, avec qui on s'est associé pour porter ce projet. On a créé d'ailleurs une JV donc, qui s'appelle Alizé, qui est aussi basée à Lorient. Et donc c'est un navire qui fait 120 mètres de long, qui va être équipé de 4 ailes automatisées, développées par VPLP et par sa filiale Aero. Et donc au total c'est 1500 mètres carrés de voile qui vont permettre de réduire la consommation en carburant du navire de 20 à 40% en fonction de la vitesse de navigation du navire. Et tout ça sans affecter finalement la compétitivité du navire et sa capacité à délivrer un transport industriel. C'est-à-dire qu'on est sur une propulsion qui est hybride. La voile vient soulager la consommation des moteurs et donc ça nous permet de maintenir un transit time qui répond aux exigences d'Ariane.
on est aussi capable d'arriver à l'heure. Là-dessus, on s'appuie sur le routage aussi. Sur le routage, sur un autre pionnier de la filière qui s'appelle D-Ice, qui est aussi dans la salle et qui a développé un logiciel de routage qui nous permet en fait de garantir nos heures d'arrivée tout en optimisant l'itinéraire du navire pour maximiser nos performances à la voile. Et je vais conclure rapidement, mais parce que je suis bavard aussi, comme Lise. Et donc, finalement, on a aussi réussi à démontrer, et ce qu'on va réussir à démontrer avec ce projet, c'est qu'on est capable d'utiliser la voile de manière compétitive et l'intégrer dans un schéma industriel extrêmement concurrentiel. La particularité du contrat Ariane, c'est qu'on avait un contrat de 15 ans, qu'on a remporté un contrat de 15 ans, ce qui nous permet d'amortir les voiles sur 15 ans. Et donc finalement, le surcoût d'amortissement financier qu'on a à l'achat des voiles est compensé par les économies de carburant. Et donc à la fin, c'est la démonstration qu'on peut avoir un transport à la voile qui soit compétitif et qui soit fiable. C'est tout l'enjeu justement de cette filière, montrer qu'on peut être compétitif. Loïc Hénaf, vous êtes à la tête de la célèbre société Hénaf, fabricant créateur de produits agroalimentaires de haute qualité. Vous êtes basé dans le Finistère et cette société, elle est, j'ai envie de dire, engagée sur le plan environnemental, sociétal depuis de nombreuses années. C'est dans votre ADN. Oui, on a essayé on a essayé de réinventer l'entreprise il y a quelques années en se posant les questions essentielles sur ce pourquoi nous avons été créés par mon arrière-grand-père en 1907, qui était d'apporter un peu de prospérité au territoire, donc il y a une vision territoriale essentielle, et en l'adaptant au XXIe siècle et aux défis du moment. Et on s'est donné un rêve très ambitieux, qui est celui d'un impact positif de nos activités en 2030 sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Et on a structuré notre démarche, qu'on a appelée une démarche responsable à impact positif, qu'on a dénommée Be Good. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est une démarche. Donc c'est notre style, c'est comment on travaille, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et on l'a structuré sur 5 engagements, 5 défis, 14 engagements, 32 objectifs, 72 indicateurs, bref, toute une démarche qui couvre toutes nos activités. Alors, vous avez un peu vite. On vous joue des tours, voilà les 5 engagements. Voilà, peu importe, les 5 piliers. Tout ça c'est disponible sur Internet et c'est très transparent, mais voilà, c'est pour dire qu'on a structuré comment on voulait faire et ce que l'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire. Et c'est à ce titre qu'on s'est intéressé au transport à la voile. Justement, j'allais y venir, j'imagine qu'en étant engagé, vous vous êtes renseigné sur les alternatives possibles pour transporter vos marchandises de la façon la plus propre possible. Voilà, alors évidemment, donc, alors moi j'apporte ici le point de vue des chargeurs. Et c'est ce que je crois est important. Et c'est tout l'intérêt de cette table ronde, hein, d'avoir un chargeur, une personne du port et un prestataire. Je fais un petit temps de pause exprès pour marquer la différence entre ce que j'ai vu ce matin et que je trouve absolument époustouflant et surtout l'accélération est sidérante, mais pour que ça ne reste pas des rêves d'ingénieurs. Excusez-moi si je vous ai blessé. Voilà, il ne faut surtout pas que ça reste des rêves d'ingénieurs, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est transporter. Et donc pour transporter, il faut des transporteurs, donc ça c'est chouette, mais il faut d'abord des chargeurs, parce que le chargeur, c'est celui qui paye. Donc c'est dur, mais c'est celui qui paye. Et donc, nous, dans l'entreprise Hénaf, qui est très modeste, mais qui a un très fort engagement local, on a intégré il y a quelques années que la réduction massive de la consommation d'énergie fossile était essentielle. Donc c'est pour ça qu'on le traite sur différents aspects dans toute notre activité, mais notamment sur le transport. Il n'y a pas que là, mais notamment dans le transport. Et donc on a identifié le transport routier et les transports internationaux. Le transport routier, juste pour dire, on a créé un GIE de massification qui s'appelle les chargeurs de la Pointe de Bretagne, où on massifie à 18 entreprises tous nos volumes vers la grande distribution. Donc là, c'est une clé. Donc je pose une clé sur la table en disant une des clés, c'est quand même de faire se parler, se croiser les chargeurs pour trouver les solutions, pour trouver les lignes, pour trouver la massification nécessaire à des transports. Et le deuxième axe qu'on a travaillé, c'est les transports internationaux. Et il se trouve que, innocemment, au même moment, dans le cadre de notre démarche, je passe vite, on a créé une coopérative de planteurs de poivre sur l'île de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée. Voilà. Et j'approvisionne 10 à 11 tonnes de poivre
tous les ans de Sao Tomé. Et à ce moment-là, donc ça c'est pour la petite histoire sympathique, je croise Guillaume Legrand de Taut. Et on se tape dans la main, on se dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire venir ce poivre, un chargement par an, de Sao Tomé. Et on s'est heurté, mais le marché nous est tombé sur la figure, parce que, effectivement, le surcoût de transport était intolérable. Alors on aurait pu le faire pour amuser la galerie, mais ce n'est pas le genre dans la maison, donc il fallait que ça se fasse de façon régulière. Donc on a regardé d'autres pistes avec la nébuleuse, avec Skiff, avec d'autres bateaux qui pouvaient le faire en Bretagne, et aujourd'hui on n'a pas trouvé la solution. Donc le sujet que je souhaite mettre en avant là, c'est qu'il faut vraiment avoir une réflexion chargeur si on veut passer à la vitesse supérieure. Et il y a des opportunités en Bretagne qui sont nées en boucle fermée. Je pense à grain de sel, c'est intéressant, mais se facturer à soi-même, entre guillemets, c'est plus facile. Ou quand on transporte un élément de fusée à soi-même vers sa propre usine, c'est plus facile. Ou la mise en relation en local pour créer, je ne sais pas encore vers quoi on va aller, mais plus de cabotage local et régional. Bref, il faut absolument que toutes ces belles intentions, ces réalisations, ces projets soient croisés avec le besoin, et le besoin qui va payer, parce qu'à la fin, il faut une réalité économique. Et c'est le consommateur qui va payer. C'est justement l'objet de cette table ronde, c'est d'arriver à voir quels sont les freins aujourd'hui, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Vincent Tonnerre, vous êtes directeur général du port de commerce de Lorient, Bretagne Sud, et vous allez déjà, pour commencer, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, nous expliquer comment ça fonctionne dans un port, quels sont les acteurs. Alors, dans un port, en fait, vous avez un ensemble de métiers, vous avez ce qu'on appelle les services portuaires, donc qui servent l'accueil du bateau. Vous avez donc le manutentionnaire qui, lui, va gérer les opérations de chargement ou déchargement du bateau. Et vous avez donc le port, que moi je représente, qui, lui, est loueur en fait, d'engins, d'installations pour pouvoir décharger en fait, ces navires. Voilà. Et alors, quels sont donc on va déjà parler du transport des marchandises sur ces bateaux-là dans un port. Quels sont les problèmes, déjà d'une manière générale, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour charger ces bateaux, les bateaux classiques, dans un premier temps? Donc, en fait, toute la relation, et vous faites bien de le préciser, c'est que nous sommes totalement interdépendants d'une relation entre une offre et une demande. Et donc aujourd'hui, en fait, tous les navires que vous voyez passer donc, au port répondent de cette offre et de cette demande. Donc d'une relation entre un importateur ou un exportateur et un chargeur. Donc c'est eux qui choisissent et qui mettent en place. Alors Dieu sait si aujourd'hui on a énormément d'industriels qui externalisent leur logistique, donc ils ne la gèrent plus eux-mêmes. Et donc du coup, c'est cette relation qui fait que nous, portuaires, on s'adapte en tant que maillon de cette chaîne logistique à cette offre. Donc ce matin, on parle du transport maritime à la voile. Il y a des choses qui vont s'imposer à nous. Donc nous, on est obligé de muter en fonction de ces évolutions. Et quelles sont les contraintes justement qu'apporte aujourd'hui, par exemple, sur le plan du chargement, par exemple? Voilà, donc là, par exemple, vous voyez un Panamax, donc lui qui est à ma gauche, et vous, donc à votre droite. Sont des bateaux qui sont hyper plats. Donc en fait, on a des systèmes de manutention directe donc qui sont relativement simples. Après, si vous avez ce même Panamax avec un ensemble de systèmes de voile, vous adapterez et vous êtes dans l'obligation d'adapter votre outil de façon à pouvoir le décharger dans les mêmes conditions, dans le même timing, parce qu'il faut répondre à un timing très précis. Donc c'est là qu'est notre cœur en fait, de métier. Donc nous, indépendamment du fait que votre navire travaille à un mode de propulsion diesel, GNL ou à la voile, nous, on doit répondre à cette obligation de timing qui est imposée par la fretteur du bateau. Et qui est très importante, en effet. Amaury, l'un des enjeux, vous me le disiez, pour vous, c'est de pouvoir emmener vos bateaux dans n'importe quel port du monde. Comment est-ce que vous intégrez cette problématique dans la conception de vos projets? Est-ce que vous misez sur une évolution du port, de l'aménagement, ou est-ce que c'est vos navires qui doivent déjà s'adapter à l'existant?
Alors nous, on est dans une logique où on cherche à avoir des navires qui soient, ce qu'on dit dans notre jargon, liquides, qui puissent être positionnés sur d'autres lignes si finalement le projet de ligne pour lequel on fabrique le navire vient à être modifié. Donc pour nous, c'est important de réussir, on conçoit nos navires pour être capable d'aller faire de la manutention dans n'importe quel port. Et surtout d'optimiser le temps de manutention, puisque derrière, c'est des coûts qui sont refacturés aux chargeurs si on n'optimise pas le timing. Mais je voudrais revenir sur, pour moi, le rôle d'un port, je pense, entre le chargeur et la compagnie maritime. C'est plutôt un rôle de catalyseur et de mise en relation, puisque c'est finalement l'interface entre nous et les chargeurs. Et donc, nous, notre défi, c'est finalement réussir à réunir un certain nombre de chargeurs, à mutualiser des flux qui vont être prêts à s'engager sur du long terme pour construire un écosystème autour d'un projet de transport maritime durable, à voile ou même avec d'autres carburants alternatifs. Et donc l'engagement des chargeurs et du port, le fait qu'on travaille main dans la main, c'est très très important. Vincent, vous avez un rôle de facilitateur en tant que port. C'est là que l'entité portuaire a tout son rôle. En fait, de mettre en place justement et de réunir l'ensemble des synergies et des acteurs, puisqu'aujourd'hui, nous, par exemple, dans le cadre du développement d'une ligne, on réunit l'ensemble des acteurs, le chargeur, le transporteur et l'ensemble des parties prenantes. Parce que nous, effectivement, pour l'accueil de ces bateaux, pour des lancements de lignes, nous, par exemple, on peut mettre en place, par exemple, des tarifications spécifiques qui sont peut-être plus intéressantes le temps que la ligne se lance. Enfin, vous voyez, ce genre d'aide à ce qu'on appelle au démarrage. Voilà. Et alors, il y a clairement, donc on parlait, et vous en parliez, Loïc, il y a évidemment ce transport maritime à la voile, mais il y a aussi tout ce qui se fait en amont, vous parliez de la manière d'amener les marchandises jusqu'au port. Il y a une volonté claire de rendre toute la chaîne plus verte. Quelle est votre marge de manœuvre là-dessus? Vous y travaillez donc notamment sur le plan routier? Oui, alors c'est très difficile. Parce que on est contraint entre ce que Vincent Tonnerre disait, c'est nos clients qui sont des donneurs d'ordre et nous qui sommes tenus aussi quand même de rester dans une fourchette raisonnable de coûts. Donc l'impact de la politique du coût du CO2 à long terme structurellement va bouleverser les choses et donc si c'est le résultat d'une démarche politique volontariste, c'est une façon de faire. Il faut réglementer, il faut poser des contraintes. Il faut poser des jalons, il faut poser des règles parce qu'autrement, nous n'aurons de cesse, les entreprises, que de trouver, non pas la faille, mais en tout cas la façon la plus performante économiquement de le faire. Et puis, moi, à quoi je crois vraiment, c'est que si on a une démarche volontariste et si on veut que la Bretagne joue un rôle pionnier encore plus avant, eh bien, il faut aller fouiller pour aller lever les contraintes, qu'on dans l'industrie on appelle les irritants. Je vais vous donner un exemple qui est pas très long, c'est l'Incoterm. Quand vous expédiez de la marche, alors là, je parle de commerce international, mais je dirais même un tarif franco-français a des Incoterms dans ses conditions générales. Quand vous exportez à l'international, vous devez décider quand va se faire le transfert de propriété de la marchandise et surtout le transfert de la valeur d'assurance et qui va payer le transport entre une usine à Poulrosic et un magasin en Corée. Je dis ça à dessein parce que j'ai eu l'expérience malheureuse de devoir expédier 5 gros containers de 40 pieds vers la Corée, donc j'étais très heureux. Et pour faire plaisir à nos amis brestois, et parce que je croyais fort en cette idée, j'ai voulu faire partir ces containers de Brest. Ça avait été totalement impossible. Pourquoi ? Parce que je ne maîtrisais pas le transport. La marchandise était vendue ex-works, c'est-à-dire qu'elle était rendue disponible, sortie de notre entreprise, et c'est notre client qui payait le transport. Donc comme il était donneur d'ordre sur le transport, c'est lui qui a décidé comment allait se faire ce transport, et j'avais beau lui expliquer que Brest c'était formidable et que Le Havre c'était moins bien, même si c'est pas vrai, forcément aussi simple que ça, ils m'ont refusé parce que lui-même avait sous-traité la gestion de son approvisionnement à un transitaire et à un prestataire de transport qui ne savait même pas où Brest était sur la carte. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas ce n'est même pas imaginable. Donc, pour une petite
petite marchandise comme ce que je représentais, ça n'était pas possible. Donc il y a un travail aussi le premier objectif que j'ai vu de l'association, c'est de promouvoir ce transport et de placer la Bretagne sur la carte mondiale de l'endroit où il se passe des choses nouvelles, innovantes, intéressantes pour tout un tas de raisons, pour leur donner l'envie d'aller fouiller, parce que ça va demander un effort. Ça va demander un effort à nos clients et aux prestataires de nos clients de changer de façon de faire. En fait, les schémas logistiques, une fois qu'ils sont posés, pour les déplacer, c'est vraiment très très compliqué. Et justement, c'est le poids de ces associations et de ces réunions de chargeurs qui donneront le poids nécessaire pour que les logisticiens changent la donne. Et aujourd'hui, dans le conteneur, on a un phénomène de ce qu'on appelle le carry haulage, où c'est maintenant quasiment l'armateur qui gère la totalité de la responsabilité de la chaîne de transport. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle du merchant haulage, c'est-à-dire c'est le transitaire qui gère pour. Mais maintenant, le carry haulage, il prend une part pas relativement importante, où c'est carrément l'armateur qui gère tout et qui décide, en fait, en fonction de la massification de la marchandise, de quel port il va desservir. Donc en fait, c'est plutôt maintenant les chargeurs qui sont à la disposition des armateurs que le contraire. Amaury, peut-être une petite réaction Ouais, j'ai plein de trucs qui me viennent, c'est un peu touffu, mais c'est les passionnés, ça. Ouais, voilà. Alors déjà, je pense qu'on va avoir une régionalisation du transport maritime dans les années à venir, où finalement le transport routier risque d'être taxé, et le jour où il sera taxé, ce que j'espère, finalement ça coûtera pas cher, ça coûtera peut-être le même prix de passer par la mer. Ce sera moins flexible, mais ça de toute façon, aujourd'hui, le transport maritime, ce qu'on appelle le micro-cabotage, ne peut pas se développer et ne peut pas être compétitif. Par rapport au transport routier. Non. Tant qu'il n'y a pas. Je vais vous donner l'exemple d'un armateur chez qui j'ai travaillé avant d'arriver au port, qui est le groupe Louis Dreyfus Armateur, qui avait mis en place les lignes LD Lines sur les autoroutes de la mer. Donc c'était subventionné par l'Union européenne. Mais du jour que les subventions se sont arrêtées, et indépendamment du fait que la route n'avait pas été taxée, eh ben, c'était plus du tout rentable. Donc les lignes se sont arrêtées. Donc je pense qu'il y a aussi, il faut mettre tous les voyants de manière et dans le même sens, sinon le micro-cabotage aura vraiment une complexité pour se développer. Et on parlait des contraintes, vous m'avez parlé, quand on échangeait un petit peu pour préparer cette table ronde, des contraintes également de douane et d'assurance. Voilà, c'est pas si simple. Et là aussi, le port peut jouer un rôle, même si c'est pas son rôle premier, mais il peut essayer de faciliter un peu les choses. En tout cas, ça arrive parfois justement d'aider des chargeurs ou des affréteurs sur ce plan-là. Alors ça, c'est le rôle des déclarants, donc effectivement en douane. Donc je vous parlais du manutentionnaire. Aujourd'hui, vous avez des groupes qui sont spécialisés dans ces multi-métiers. Et en Bretagne, il y en a un particulièrement qui est très connu, qui est la Maritime Cune. Et la Maritime Cune est à la fois manutentionnaire, conciliataire, commissionnaire de transport et déclarant en douane. Donc en fait, c'est lui, effectivement, qui, dans le cadre de sa prestation de commissionnaire de transport, va gérer également ces problématiques de douane et aider les chargeurs en ce sens. Il y a des problèmes d'assurance aussi, Loïc, qui rendent qui sont un frein parce qu'il y a une peur de s'aventurer sur ce type de transport si les produits ne sont pas bien assurés. Encore une fois, ce sont des irritants. C'est-à-dire que quand vous creusez dans le détail de ce que vous voulez faire, vous heurtez à un petit problème et vous n'avez pas la solution. Et si vous ne l'avez pas dans les quelques jours ou les quelques semaines, vous passez à autre chose. Donc, un des problèmes, c'est comment... mais je crois que ça a été exploré. Bon, mes données sont un peu anciennes. Mais en tout cas, on ne savait pas assurer le transport à la voile de marchandises. Il y a eu des cas nombreux. Mais c'est l'irritant qui fait que la question n'est pas de savoir est-ce qu'il existe un produit d'assurance pour le faire. C'est est-ce que votre compagnie d'assurance le couvre, le risque. Votre compagnie d'assurance. Vous n'avez pas changé de compagnie d'assurance pour un transport d'une marchandise un jour. Ça n'existe pas. Donc, il faut que donc, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, hein, il faut vraiment propager cette envie régionale de prendre part au transport à la voile, d'une manière générale, et que chacun aille chercher mais c'est notre rôle, hein, c'est le rôle de tous, d'aller chercher les irritants et d'aller les lever. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, par rapport au transport routier,
le transport routier, c'est comme le plastique, quoi. C'est très dur de s'en passer parce qu'il n'y a pas moins cher, il n'y a pas plus pratique, il n'y a pas plus... voilà, c'est incroyablement flexible. Mais s'en passer nous a... on est accro au transport routier comme on est accro au plastique. Et donc, on a besoin de refaire le tri dans nos transports de ce qui peut être transporté plus lentement, différemment, de ce qui doit être livré très vite, point à point. Aujourd'hui, la grande distribution s'est habituée, par exemple, dans certains cas, à se faire livrer 3 fois, voire plusieurs fois par semaine, des conserves en magasin. Ce qui est démesuré. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une contrainte économique derrière, c'est pour réduire son BFR, réduire son besoin en fonds de roulement, son immobilisation d'argent, pour réduire ses stocks. Et en réduisant ses stocks. Donc quand on va proposer un transport plus aléatoire, on va proposer un transport plus long, donc il va immobiliser plus d'argent. Donc il y aura une négociation et une discussion sur cette charge supplémentaire. Donc là, on est dans du domaine de ce qu'une politique générale d'entreprise qui a une grande stratégie peut adresser, mais encore faut-il que cette politique générale, elle puisse être valorisée à la fin par celui qui consomme, c'est-à-dire le consommateur. Ouais, donc il faut un changement aussi dans l'attente et le comportement du consommateur. Hein. C'est comme on parlait tout à l'heure avec Lise du fait de passer de 11 à 16 nœuds. Ça a un impact énorme sur l'utilisation du carburant, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accepte que certaines marchandises mettent plus de temps à être transportées. Donc il faut vraiment une prise de conscience. Indépendamment de ça, l'ancien président du BIMCO, qui était Philippe Louis-Dreyfus du groupe Louis-Dreyfus Armateur, a plaidé au niveau mondial la baisse de vitesse de l'ensemble des navires, indépendamment que ce soit un mode de propulsion au fioul ou autre. Donc je veux dire, c'est quand même une donnée internationale qui tend à se mettre en place, et ce qui est donc du coup plutôt favorable aussi au développement de la filière à voile. Et ce sont ces fameuses contraintes qui permettront au transport maritime en fait, en soi, je ne pense pas que ce soit le mode de propulsion qui soit la problématique, un frein de ce développement. C'est surtout les problématiques de ce qui se passe à terre. Donc au niveau des schémas logistiques, au niveau réglementaires, au niveau juridique, au niveau des assurances, comme vous dites. Mais en soi, moi, je ne vois pas en quoi la problématique de propulsion soit le frein au développement de ces lignes, en fait. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que, par exemple, si aujourd'hui on prend un navire à voile, si vous amortissez la voile sur la base des économiques de carburant qu'elle vous fait réaliser, ça ne sera pas suffisant. Ça n'a pas d'impact. Non, mais ça n'a pas d'impact sur le prix. Après, ce qui a un impact sur le prix, c'est la taille du navire et les économies d'échelle qu'on arrive à générer. Et après, on retombe du coup sur un schéma classique qui va être d'avoir un navire suffisamment grand avec suffisamment de marchandises, nous permettant de massifier, nous permettant à la fin de vous proposer un... Et tant à l'aller qu'au retour, parce que la problématique de lignes aussi qui n'ont jamais marché, c'est que vous aviez des lignes qui étaient pleines à l'import, par exemple, mais il n'y avait rien à l'export. Donc du coup, ça ne peut pas marcher. Alors, je profite de votre présence, Vincent, aussi pour parler dans l'infrastructure, ces bateaux-là de transport maritime à propulsion par le vent. Il faut, on l'a vu, des nouvelles technologies qui puissent être installées sur ces bateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les ports français, les ports bretons sont en capacité justement de répondre à cette problématique, ou est-ce qu'il va falloir faire des aménagements ? De toute façon, indépendamment du système de voile que vous avez à bord, soit vous avez un navire qui a des cales, soit vous avez un navire qui est en système RORO, donc un système à l'arrière. Donc ça, je veux dire, les ports sont équipés. Déjà actuellement, par exemple, je prends l'exemple de votre concurrent Neoline, où c'est un système de navire dit RORO. On a les équipements pour pouvoir décharger ce type de bateau. Après, au niveau des grosses grues, puisque nous, notre activité principale, c'est quand même le vrac, effectivement, il y a peut-être des ajustements à mettre en place par rapport aux caractéristiques du navire. Mais ça, c'est une adaptation qui se fera au fur et à mesure. Puisque nous, de toute façon, notre mission, c'est de s'adapter à nos clients. Voilà. Et alors, on parlait de la nécessité aussi de rendre les ports bretons, le port de Brest, par exemple, plus attractifs. Difficile de rivaliser, notamment avec les ports asiatiques. Comment est-ce qu'il faut travailler pour faciliter le développement de cette filière aussi au sein des ports? Est-ce qu'il faut, vous pensez, créer des lignes? Est-ce qu'il faut se positionner sur l'existant? Vous parliez beaucoup du cabotage. Disons que sur l'existence, si on prend par exemple la conteneurisation, on est sur des navires gigantesques. Le port de Lorient, lui, il est limité à des bateaux de 240 mètres. Donc je pense aussi que par rapport à ces groupements, on peut créer des lignes.
On peut créer une ligne au départ de Lorient et faire du cabotage, du micro-cabotage, ou un peu plus loin. Et ça, c'est là justement... qu'on peut être compétitif et en tout Exactement. cas venir sur Et ce c'est là marché. que nous, on a notre rôle de facilitateur, justement. C'est qu'aujourd'hui, les bateaux sont devenus tellement grands qu'ils rentrent au Havre, à Anvers, à Rotterdam, et dans seulement quelques ports qu'on appelle des hubs. Et donc, et après, donc, il y a des lignes qui sont intercontinentales. Et en fait, ce qui peut se développer dans le futur, c'est le fait de faire du transport entre des ports secondaires comme Lorient, Brest. C'est ce qu'on appelle les feeders, c'est ça, ces bateaux qui permettent... Des feeders qui viennent alimenter les gros navires. Mais voilà, ça, après, ça reste encore... Le concurrent, c'est la route, donc ça reste une affaire de massification, de prix, et puis de réussir à travailler sur la flexibilité aussi du transport. Et vous disiez tout à l'heure, il faut il faut convaincre la grande distribution. Et en fait, c'est ça, il faut vraiment réussir à travailler sur toute la chaîne de valeur, la chaîne d'acteurs, parce que tout le monde doit travailler ensemble pour aboutir à un écosystème qui soit en faveur d'une transition et qui soit capable de dépasser ces irritants dont vous parliez. Donc ça, c'est un défi commun qu'on a tous. C'est un bon résumé de ce qu'on vient de dire. On va s'arrêter là parce que voilà, je ne sais pas si certaines personnes dans la salle ont quelques questions à poser à nos trois intervenants. Profitez-en. Si voilà, je vois un petit, vous apportez éventuellement un micro. Je ne sais pas si on a un autre micro. Si je prends celui-ci. Ah ben voilà, on va vous donner un micro. C'est vrai que par rapport aux règles sanitaires, je pense que c'est mieux de ne pas avoir le même. Merci. Merci. Ça marche ? Très bien. Bonjour à tous. Alain Mallardet, donc président de Marins du Monde, membre de Produits en Bretagne, Loïc. Donc je voudrais rebondir un peu sur la question qui a été abordée par Loïc, mais aussi par Vincent Tonnerre. Le gros problème qu'on rencontre, moi je vois la dernière transat que j'ai faite pour faire une mission humanitaire vers Haïti. On est resté planté 4-5 jours au milieu de l'Atlantique, en pleine pétole, sans vent, quoi. Alors tout à l'heure, on a vu une intervention de notre ami écossais qui posait devant une horloge. Parce que quand même, est-ce que le vent n'est pas le maître des horloges ? Et c'est vrai que vous en avez parlé. Et compte tenu du fait que les stocks, comme il a été dit aussi, sont souvent dans le camion ou dans le bateau qui transporte, puisque plus personne ne veut faire de stock, est-ce que quand même notre problème principal, ça ne sera pas ça, ça sera d'agir sur des délais qui doivent être respectés à tous les bouts de la chaîne, quoi. Aussi bien par les ports qui nous reçoivent que par les entreprises qui attendent leurs marchandises. Ça, je pense, moi, que c'est le principal problème, c'est le timing. Peut-être démarrer. Enfin, nous, clairement, le délai, c'était un élément essentiel. Enfin, c'était pas le problème n'est pas la longueur du transit time. Alors, c'est un problème en trésorerie, certes, mais c'est surtout la fiabilité, puisqu'il faut pouvoir s'intégrer dans une chaîne multimodale. Donc, il y a des camions avant, des camions après, des trains, etc. Donc, il faut arriver à l'heure. Et donc, ça, comme je l'expliquais, nous, on est parti sur le principe d'utiliser la voile de manière hybride et de travailler avec un logiciel de routage qui nous permet de garantir ces heures d'arrivée. Sur le problème du transit time, de toute façon, déjà, tous les clients ne sont pas opposés à avoir un transit time plus long, si derrière ça leur permet de générer des économies de CO2 substantielles. Après, le problème du transit time plus long, en fait, c'est un problème économique. C'est que votre navire est moins productif. Si vous réduisez de 4 nœuds votre vitesse d'exploitation, votre navire fait moins de rotation par an, il génère moins de chiffre d'affaires, donc vous avez un prix de revient à la fin qui est plus élevé. Donc ça, c'est le problème du transit time, c'est surtout un problème de prix. Mais finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une volonté globale de réduire la vitesse des navires. Pourquoi ? Parce que les armateurs se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on peut se souter qu'en carburant fossile dans les ports. Il y a des projets qui naissent avec des carburants alternatifs, mais ça va mettre du temps. Et donc, en fait, il y a la réduction de la voile, la réduction de la vitesse, pardon, et la voile, qui sont les deux seuls leviers que le transport maritime a pour réduire sa consommation en carburant fossile. Et les réglementations OMI à venir vont faire que toute la flotte maritime mondiale va devoir ralentir. Et donc finalement, on va tous devoir baisser la vitesse, et ce qui va rendre les cargos voiliers plus compétitifs, puisque nous, plus on réduit la vitesse, plus on peut utiliser les voiles, et donc plus on peut afficher un transport maritime avec une part importante à la voile. Si on prend le cas de canopée, à 11 nœuds, on va économiser 45%, à 16 nœuds, on va économiser 15%. Donc, et on génère toujours la même économie en valeur absolue à la voile, sauf que rapporté à la consommation
à 16 nœuds, on économise moins en pourcentage qu'à 11 nœuds. Ouais, mais de ce fait, on exclut aussi toutes les marchandises qui ont une date de péremption. Alors, est-ce que ces marchandises sont pas produites plutôt localement en circuit court, et est-ce que finalement il ne faut pas réfléchir à plutôt produire en circuit court ce type de marchandises plutôt que les transporter par la mer? Ça, c'est tout le sujet qu'on parlait tout à l'heure sur la régionalisation des échanges. Allez, un dernier mot, Loïc, parce qu'on est un peu pris par le temps. On va enchaîner avec la deuxième table ronde, mais je vous laisse réagir aussi. Non, je voulais juste compléter ce qu'a dit Amaury, parce que c'est exactement ça. En fait, moi, je milite dans le cadre d'un mouvement qu'on appelle des relocalisations, et une initiative qui s'appelle Reloc, à modifier un indicateur de gestion qui s'appelle le coût total de détention, le Total Cost of Ownership. Donc, en fait, c'est du contrôle de gestion. Et c'est pour venir à côté, bien sûr, vous aurez des économies de CO2 qui peuvent être valorisables, vous avez des économies diverses, vous avez des charges complémentaires. Et dans ce que Alain disait, il faut absolument aller mettre tout ensemble, c'est-à-dire le coût d'immobilisation de l'argent, le coût CO2 supplémentaire, l'économie de transport, le surcoût de transport, peu importe, il faut le regarder dans son intégralité. Et ce n'est seulement quand on le regarde dans son intégralité qu'on peut se rendre compte de l'intérêt. Après, cette intégralité du coût, va être alimentée par des règles supplémentaires, un coût de CO2 qui va augmenter, etc., et voire des règles étatiques ou supra-étatiques. Bref, c'est en regardant la globalité qu'on va se rendre compte de l'intérêt de la production locale, de l'intérêt d'un grand nombre d'initiatives vertueuses, comme le transport à la voile. Donc c'est vraiment dans une dynamique globale, mais il faut le regarder avec un chiffre unique, ou en tout cas un indicateur unique. Merci. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci à tous les trois d'avoir participé.